Salut à tous et à toutes, c'est Seth, et aujourd'hui on se retrouve pour parler du 5ème épisode de la série Obi-Wan Kenobi, sorti mercredi. Alors comme d'habitude, je vais méchamment spoiler, donc si vous n'avez pas vu les épisodes, je vous invite à revenir une fois que ce sera fait. Les deux premiers épisodes de la série avaient quelques soucis, c'est vrai, mais n'étaient pas mal. Les deux qui ont suivi n'étaient pas ouf pour plein de raisons évoquées dans leurs vidéos respectives. Alors qu'en est-il de ce 5ème épisode ? Eh bien, malgré quelques problèmes, et malheureusement toujours les mêmes, mais on reviendra dessus plus tard, cet épisode était vraiment pas mal. J'ai vraiment apprécié ces 40 minutes. Il y a beaucoup de fanservice dans cet épisode, mais contrairement à Boba Fett, il est plutôt bien fait et sert l'histoire. On a donc droit à un flashback d'un entraînement entre Obi-Wan et Anakin, se situant probablement entre le 2e et le 3e film. Et c'est un vrai plaisir de revoir Hayden Christensen dans ce rôle. On voit bien qu'il a vieilli, mais le maquillage fait tellement bien son boulot qu'on en oublierait presque qu'il a 41 ans. La séquence en elle-même, bien qu'un poil cliché j'avoue, fonctionne bien puisqu'elle est éparpillée sur tout l'épisode, intervenant pour illustrer l'affrontement mental entre Obi-Wan et Vador, et ça montre bien à quel point les deux se connaissent très bien, malgré le temps qui a passé. Le point sur lequel Obi-Wan devance Vador, c'est parce qu'il n'est plus l'homme qu'il était. Il n'hésite pas à se servir de la haine de Reva, là où la soif de victoire d'Anakin est encore plus intense qu'avant. Et j'ai beaucoup apprécié aussi de voir l'évolution entre le Ben de l'épisode 3, qui était brisé, faible, voire même apeuré, et le Ben qui prend ici en charge la défense et l'attaque, et permet à tout le monde de fuir à la fin. Ça me rend très curieux de voir son changement dans le dernier épisode, et en fonction de ce qu'ils en feront, peut-être même dans une saison 2. Parmi les points que j'ai trouvé très positifs, on a également l'explication à une question que beaucoup se posaient, à savoir comment Reva est-elle au courant de la véritable identité du Seigneur Vador. Eh bien, tout simplement parce qu'elle a assisté en première loge au massacre des enfants. C'est horrible dit comme ça. Je me doutais que les jeunes qui s'enfuyaient au début de l'épisode 1 auraient de l'importance plus tard dans la série, mais j'avoue ne pas du tout avoir pensé à Reva. Ça me donne un point de vue complètement différent sur le personnage. Je m'explique. Je n'aimais pas Reva car je n'arrivais pas à voir où il voulait aller avec ce personnage. Elle est constamment à fond et semble savoir beaucoup trop de choses pour un simple inquisiteur. Mais, apprendre qu'elle veut se venger d'Anakin qui a massacré ses amis sous ses yeux alors qu'ils étaient censés les protéger, me permet de comprendre un peu plus le personnage. Je trouve même intéressant qu'elle ne soit pas une gentille qui infiltre les méchants pour le bien de la galaxie. Non, elle en a rien à cirer, elle veut juste se venger, peu importe ce qu'elle doit faire pour arriver près de Vador. La scène où elle raconte à Obi-Wan ce qu'elle a vécu durant l'Ordre 66 est une de mes préférées de l'épisode. On sent beaucoup d'émotions dans le jeu de l'actrice, de la tristesse, de la rage, et, même si je n'aime toujours pas le personnage, je respecte sa ténacité et son jusqu'au boutisme. Elle est plongée tellement profondément dans sa haine qu'elle en perd son empathie. Même si, il est possible que Obi-Wan l'ait atteint, en lui disant qu'elle va faire subir la même chose que ce qu'elle a vécu aux enfants qui sont dans la base. Mais j'ai un gros doute, car elle a sûrement fait bien pire, donc je ne pense pas que ce soit ça qui l'arrête. On apprend également que le Grand Inquisiteur n'est pas mort, mais ceux qui ont vu Rebelle s'en doutaient déjà. J'avoue avoir eu un peu peur qu'il décide de jeter aux ordures la cohérence de l'univers à travers ses différentes œuvres. J'aurais vraiment détesté qu'il tue vraiment le personnage, parce que ça aurait été une preuve flagrante qu'ils ne sont même pas capables de nous respecter et de nous considérer comme capables de remarquer qu'il y a un truc qui ne va pas. Pire encore, ce serait comme cracher sur le boulot fourni sur Star Wars Rebelle. Il y a déjà pas mal de défauts dans vos œuvres, s'il vous plaît, respectez-les un minimum. Et on arrive au point qui m'a vraiment fait kiffer cet épisode, Dark Vador. Je pense pouvoir dire sans me tromper qu'il envoie du lourd à chacune de ses apparitions dans la série. C'est incroyable, il est aussi effrayant qu'imposant, mais le plus impressionnant c'est la manière dont ils ont représenté son style de combat, et à quel point il est puissant dans la force. Je dirais que c'est un Vador plus proche de sa version comics que de celle qu'on a vue dans les films. Dans l'univers étendu, ou légende, je sais plus lequel est lequel, Vador est considéré comme un monstre de puissance quasiment inarrêtable. Et c'est ce que l'on voit ici. Il compense son manque de souplesse et sa rigidité par une force brute et un style très bourrin. Le voir retenir le vaisseau pour le forcer à atterrir sans problème et l'ouvrir comme une boîte de sardines, j'étais fou devant ma télé. Pareil pour le combat contre Reva qui était assez cool et démontre encore une fois à quel point Vador est un être effrayant. Quand je vois ce genre de scène, je comprends pourquoi il est l'un des êtres les plus craints de la galaxie. Bon, jusqu'ici on a parlé des bons points de l'épisode. Il est donc temps maintenant de voir les quelques points que j'ai trouvés, on va dire, pas terribles, pour rester poli. Ce qui m'agace le plus dans le point que je vais évoquer, c'est que comme je le disais plus tôt, ce sont les mêmes choses qui posent un problème de cohérence à chaque fois. Les Stormtroopers ne savent pas tirer. J'ai fait brièvement la blague dans la vidéo sur l'épisode précédent, mais là, ça devient critique. T'as un escadron d'une bonne cinquantaine, voire centaine de soldats d'élite de l'Empire, face à une vingtaine de civils, dans un putain de tunnel en ligne droite.
Désolé pour les pauvres gens qui subissent cette situation, mais ça aurait dû être un massacre en faveur de l'Empire. Mais non, en 5 minutes tu ne vois que 2-3 clampins se faire abattre alors que les soldats tombent comme des mouches. La scène est surréaliste, et même la présence d'Obi-Wan n'explique pas ça. C'est aussi possible qu'il y ait eu bien plus de morts, sans qu'il ne soit montré à l'écran, sauf que la manière dont est filmée la séquence ne donne pas du tout cette impression. On a longtemps eu le même des Stormtroopers qui ne savent pas tirer. C'était drôle, ils ont fait quelques blagues dessus dans The Mandalorian, et dans d'autres œuvres. Ok, c'est marrant, mais à un moment donné, stop. Qu'il y ait quelques boulets qui tirent comme des manches, c'est déjà chaud dans une armée comme celle-là. Mais vas-y, on va dire que j'accepte la vanne. Mais tu peux pas avoir un escadron entier incapable de toucher plus d'une personne dans une ligne droite comme ça. C'est pas possible. On te décrit les Stormtroopers comme une armée d'élite qui fait régner l'ordre par la terreur dans la galaxie. Et les mecs sont même pas capables d'abattre une cible, sauf si elle est à bout portant. Bon, vous avez peut-être l'impression que je m'énerve. Eh bien c'est le cas, ça me fout en rogne de voir ça parce qu'avec ce genre de conneries, tu défonces ta cohérence et ta crédibilité. Comment tu vas avoir la moindre pression en voyant l'armée arriver si tu sais pertinemment que les personnages ne sont pas en danger? Et je n'arrive pas du tout à savoir si c'est pour la blague ou si c'est un vrai souci de scénario ou de mise en scène. Mais honnêtement, j'espère de tout mon cœur que c'est la deuxième. Parce que si c'est pas un problème de mise en scène, ça veut dire qu'ils sont capables de jeter la cohérence à la poubelle simplement pour une vanne. Et ça par contre, ça me ferait péter un câble. Disney a déjà fait ça plusieurs fois avec le MCU. Oui, Thor Ragnarok, c'est toi que je vise. Mais bon, on n'est pas là pour parler du MCU. Sinon, hormis ce point qui me dérangeait, les autres sont, en fait, assez mineurs. Comme le fait que, ok, Leia est très intelligente et débrouillarde pour son âge. Mais là, vous essayez de me faire croire que cette gamine de 10 ans s'y connaît suffisamment en câblage pour diagnostiquer la panne et réparer l'ouverture des portes? Peut-être que je sous-estime les capacités des enfants de cet âge, mais je trouve ça un peu exagéré. Pareil, le fait qu'un coup de sabre laser dans le ventre ne soit visiblement plus mortel me dérange un peu. Dans le cas du Grand Inquisiteur, cela pourrait être expliqué par le fait que sa race dispose de 2 estomacs, si je ne dis pas de conneries. C'est une excuse nulle, mais toujours mieux que Reva qui survit enfant et va survivre une deuxième fois ici. Ce pauvre Qui-Gon doit se retourner dans sa tombe. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce 5ème épisode. Mettez un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, on apprécie le geste. N'oubliez pas d'activer la cloche lorsque vous abonnez, vous recevrez une notification lors des prochaines sorties de vidéos. Vous pouvez également me rejoindre sur Twitter, je poste régulièrement des choses en lien avec l'actualité geek. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les geeks!